Donc, bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, on essaye de faire en fait la correction de l'examen de l'UML2 de la session normale. Et bien sûr avec une petite, c'est pas en fait petite, mais en fait j'ai donc après la correction de l'exercice 1 concernant les questions de cours. Donc c'est vraiment donc j'ai trouvé pas mal des erreurs, qui sont vraiment très très gratuites. Donc c'est pour cela j'ai dit donc qu'il faut en fait faire la correction, bien sûr pour éviter, je sais pas donc pour l'avenir en fait que ce soit en fait dans les prochains examens, quel que soit aussi dans les entretiens, etc. Donc on commence. Donc la première question. Donc bien sûr donc il faut être d'accord que pour chaque question donc il faut avoir juste une seule réponse. Ok? Donc nous avons 10 questions donc avec 5 points et pour chaque réponse correcte donc vous avez 0,5. Donc la première question c'est quelles sont les trois méthodes de conception orientée objet qui étaient à l'origine de la création de l'EML. Donc ça veut dire en fait les trois méthodes qui ont donc euh, qui ont en fait la fusion entre donc pour donner en fait cet langage unifié. Donc est-ce que c'est la méthode Bosch et Object Management Group et Object Oriented Software Engineering ou méthode Bosch Object Modeling Technique et Object Oriented Software Engineering ou méthode Bosch Object Modeling Technique et Object Oriented System Engineering ou la méthode Bosch Object Modeling Tools et Object Oriented Software Engineering. Donc comme vous voyez, donc bien sûr en fait les abréviations c'est le méthode Bosch se répète, donc on va pas ajouter autre chose. Mais pour les autres c'est OM, est-ce que c'est OMG, OMT, ok? Donc il y a aussi quand on dit le OMT, donc est-ce que c'est le double O SE, donc ça dépend, ça se voit, donc software au système. Donc le très important, donc comme vous le savez, donc c'est méthode Bosch, OMT et double O SE. Donc là, donc soit la bonne réponse c'est B, soit en fait c'est C. Hein? C'est bien. Donc soit, bien sûr, c'est D. Mais là, dans D, on trouve Object Modeling Tools, donc c'est un peu loin. Donc il reste B ou C. Donc la réponse correcte ici, donc c'est pas en fait donc système, mais c'est software. Donc la bonne réponse, ça serait bien sûr, c'est la réponse B. Voilà. Donc c'est la seule réponse correcte. Donc maintenant on passe à la question 2. Donc c'est à partir de la version email 2.2, combien de nombre de diagrammes qu'on a ajouté bien sûr par rapport à l'email 2.0. Donc ça veut dire nous avons déjà un certain nombre dans le email 2.0. Donc combien nous avons en fait ajouté comme diagramme. Donc est-ce que c'est 1, 2, 4 ou 5? Donc si on revient on met le 2.0, donc on trouve 13. Mais à partir de ML2, on trouve 14 diagrammes. Donc nous avons ajouté particulièrement le diagramme qui s'appelle le diagramme profil. Donc combien bien sûr 13 et 14? Bien sûr la réponse. Donc ils ont ajouté juste un seul diagramme. La question 3. Donc, combien de types de scénarios qu'on peut trouver généralement dans une description détaillée ou textuelle de diagrammes de cas d'utilisation? Est-ce que c'est un, 2 ou 3? Donc là, de façon générale, donc on trouve les scénarios, ce qu'on appelle les scénarios nominaux. Donc ça veut dire les principaux scénarios. Nous avons aussi les scénarios alternatifs et aussi nous avons en fait les scénarios d'exception. Donc la bonne réponse ici, c'est nous avons en fait généralement trois types de scénarios dans la description textuelle dans un diagramme de cas d'utilisation.
La quatrième la question, pour modéliser le comportement d'un élément suite à la réception d'un message d'exception dans le diagramme de séquence, donc on utilise un message complet, un message perdu, un message trouvé. Donc je sais pas, donc nous avons vu en fait cette question, c'est déjà juste répété, je pense c'est comme elle est, donc la réponse, bien sûr, comme nous avons vu aussi dans le cours, c'est un message qui s'appelle un message trouvé. Donc c'est toujours ici, donc la question 1 c'est B, la deuxième c'est A, la troisième c'est C, la quatrième c'est aussi C, c'est le deuxième C. Donc la cinquième question, dans le diagramme d'état de transition, une transition a une durée précise, une durée relative ou aucune réponse. Donc là, donc on revient bien sûr, c'est dans le cours. Donc nous avons dit qu'une transition pardon, donc voilà, donc il n'a pas bien sûr une durée. Donc c'est pour cela, donc la bonne réponse ici c'est aucune réponse qui est correcte. Donc toujours ici c'est la réponse C. La sixième question, donc le diagramme de temps fait partie des diagrammes comportementaux, dynamiques, interactions ou toutes les réponses. Donc là, donc comme vous le savez, donc nous avons deux catégories de diagrammes statiques, ce qu'on appelle les diagrammes structuraux et les diagrammes dynamiques. Donc quand on dit en fait le dynamique, ça veut dire le temps. Donc voilà, donc on peut dire que B c'est correct pour le diagramme de temps. Mais si on va détailler un petit peu, donc on peut intégrer, donc quand on dit en fait dynamique, on peut dire aussi comportementaux. Donc là, donc A ou B, ce sont corrects aussi. Donc, mais si on détaille aussi dans ces deux diagrammes, donc parce qu'ils sont le même, donc donc nous avons en fait les diagrammes d'interaction. Donc à l'intérieur de diagrammes d'interaction, on trouve bien sûr diagramme d'état de transition, on trouve en fait le temps, donc etc. Donc là, vous voyez, donc on peut dire A ou B ou C, mais tant que nous avons dit qu'on a juste une seule réponse qui est correcte, donc la solution ici c'est la réponse D. Donc ça veut dire toutes les réponses sont correctes. La question 7. Donc le diagramme qui peut montrer la structure. Donc là il faut faire attention. Donc le diagramme qui peut montrer la structure et le fonctionnement de la messagerie électronique. Donc quand on parle de la messagerie électronique, on parle ici de l'application. On parle de logiciel. Donc on cherche pas en fait ici le côté matériel. On cherche comment en fait cette application va fonctionner et comment elle est structurée. Donc on n'a pas en fait mentionné bien sûr la relation de l'application par rapport au matériel. Donc là on cherche juste de la messagerie électronique. Donc la bonne réponse ça serait quoi? Donc est-ce qu'en fait là on parle de diagramme de composants, de déploiement ou aucune réponse? Donc là il est clair. Quand je dis en fait juste je parle de la partie où en fait les ressources logicielles, donc là c'est juste ici en fait la réponse correcte. Donc c'est le diagramme de composants. Donc c'est très facile, hein. Il y a pas mal de questions ici que j'ai répondu. Donc on parle juste de la partie application. Maintenant la question 8. La question 8, donc là en fait j'ai trouvé pas mal des erreurs. Là, la plupart de vous avez fait en fait des erreurs ici. Mais si on relit la phrase, on essaye en fait de l'analyser. On va voir. Donc, les diagrammes qui sont utiles lorsqu'une solution logicielle est déployée. Ça veut dire quoi ici? La solution logicielle, il est là. C'est déjà en fait réalisé. C'est déjà effectué. Point final.
Donc nous avons fini en fait la partie, donc ici la solution logicielle est déployée. Ça y est, c'est bon. Donc qu'est-ce qu'on cherche? Donc c'est ici euh, euh, une solution logicielle est déployée sur de nombreuses machines avec des configurations uniques. Vous voyez? Donc nous avons une solution logicielle qui est là. Mais qu'est-ce qu'on cherche? Comment on va donc en fait l'installer, en fait, comment en fait le mettre dans de nombreuses machines avec des nombreuses en fait des configurations uniques. Donc quand je parle ici de la configuration unique, ça veut dire c'est il est en relation avec le matériel. Vous voyez, c'est pas ici une fois vous avez vu ici c'est le logiciel ou ici le matériel, ça y est, c'est bon. Donc là la bonne réponse est déploiement et composants, non. Donc là, donc, je vais relire les diagrammes qui sont utiles lorsqu'une solution logicielle est déployée. Donc le logiciel il est là, mais donc qu'est-ce qu'on va étudier? Donc on va étudier donc comment en fait les logiciels, la solution logicielle va être déployée sur de nombreuses machines avec de configurations uniques. Donc on voit ici l'analyse où en fait le problème il est là. Donc le problème il est où ici, hein? Donc qu'est-ce qu'on cherche? On cherche de résoudre donc un problème donné. Donc le problème donné existe ici, on cherche la configuration, hein, de la machine. On cherche pas en fait la solution, hein, de logiciel qui est en fait donc déployé. Donc on peut dire ici c'est la bonne réponse ici c'est la réponse T. Tout simplement. Donc, l'avant-dernière question, les dépendances d'accès et les dépendances d'importation peut être utilisées dans un diagramme de paquetage. Donc, est-ce que c'est vrai ou faux? Donc, c'est simple. Donc, c'est vrai. Nous l'avons vu surtout 2 fois dans le cours. Donc, quand nous avons parlé de diagramme de cas d'utilisation, nous l'avons vu, hein. Donc, qu'on peut en fait faire l'indépendance d'accès et d'importation. On a répété, bien sûr, même si on n'a pas, bien sûr, détaillé un petit peu dans le diagramme de cas d'utilisation, nous avons refait l'explication de diagramme de paquetage dans le diagramme de classe. Et nous avons vraiment mentionné donc ces deux dépendances, que ce soit des dépendances d'accès ou d'importation. Donc la dernière question, c'est concernant en fait les questions de cours. Certains outils de modélisation humaine peuvent générer n'importe quel type de modèle vers donc tous les langages de programmation, quelques langages de programmation, tous les langages de programmation orientés objet ou quelques langages de programmation orientés objet. Donc là, donc on peut éliminer de réponses qui sont vraiment donc voilà, donc claires, les deux A ou B. Donc on peut pas bien sûr, donc quand on parle donc de modèle orienté objet, donc le ML, donc le point fort c'est ça. Donc on peut dire c'est l'une des caractéristiques qu'on peut le comparer avec les autres méthodes de modélisation. C'est l'orienté objet. Donc nous avons cette notion. Donc quand on dit en fait tous les langages de non, donc c'est pas en fait tous les langages de programmation qui ont en fait cette notion d'orienté objet. Donc qu'est-ce qu'on a? Juste, est-ce que tous les langages de programmation orientés objet ou quelques langages de programmation orientés objet? Donc bien sûr là, donc on n'a pas bien sûr tous les langages qu'on peut en fait faire là, donc générer. Donc par exemple le Python, donc on peut utiliser ici donc l'orienté objet, mais pour l'instant donc on n'a pas voilà donc les outils qui peuvent faire cette génération. Donc c'est pour cela. Donc on peut dire c'est quelques langages d'orienté objet. Et comme nous avons vu aussi dans le TP, avec quelques tests, donc on voyait, donc nous avons juste
que ce soit pour Asta, que ce soit pour le PowerMC. Donc nous avons vu, donc on peut générer juste vers le C++, pardon, donc le Java, le C Sharp. Ok, donc ce sont juste en fait les trois. Donc mais bien sûr, comme j'ai dit, j'ai donné l'exemple de le Python. Donc une fois, donc on n'a pas en fait tous les langages. Donc nous avons juste de quelques langages de programmation qu'on peut l'avoir comme résultat des outils de modélisation UML au niveau de génération donc si on veut générer bien sûr quel est le type de modèle vers n'importe quel langage de programmation. Donc merci pour votre attention. Donc on essaye bien sûr de suivre la correction de l'examen, que ce soit pour l'exercice 1, que ce soit pour l'exercice 2. Ok. Donc dans la prochaine vidéo, Inch'Allah. Donc merci pour votre attention et à la prochaine.